Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, c'est la grève générale. La France est à l'arrêt, en tout cas c'est ce que veulent les syndicats. Un pays entier bloqué, les moyens de transport, l'énergie, les écoles... on le disait tout à l'heure, même les incinérateurs de déchets, les éboueurs, tout doit être fermé aujourd'hui et touché par ce mouvement social. Et même des professions que l'on a peu l'habitude de voir manifester vont aujourd'hui battre le pavé. Alors un air de révolte flotte dans l'atmosphère du pays. Mais on a cette légère impression d'une énième grève, une de plus. Et finalement, est-ce que cela va-t-il bien changer les choses face à un État qui, lui, est de plus en plus impuissant, on va en parler, mais qui a des moyens de répression de plus en plus forts. Alors, quels sont aujourd'hui, finalement, les véritables leviers d'action ? Une manifestation, une grève est-elle suffisante ou faut-il penser les choses autrement pour sortir tout simplement de ce système qui semble si répétitif et bâtir peut-être un nouveau modèle de société ? Eh bien, c'est toute la question qui se pose et que nous posons à nos deux invités. Bonjour Stéphane Scoven. Bonjour à vous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en studio. Vous venez de loin en plus, c'est ce que vous nous expliquiez. Assez, un petit village vraiment. Et vous avez réussi à venir malgré tout en studio en ce jour de grève nationale. C'est quand même très beau, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, historien attaché dans l'administration territoriale et auteur de ce petit manuel qui n'est pas si petit d'ailleurs, petit manuel de libération et d'indépendance de la France, années 30 et aujourd'hui, crise économique, dans la célèbre édition, en tout cas l'édition Ami, Perspective Libre. Et puis nous sommes avec Nicolas Vidal, toujours. Bonjour, rebonjour Nicolas Vidal. Bonjour mes chers piou-piou, bonjour, rebonjour. Nicolas Vidal de Putsch Média, c'est un peu pour, tout le monde le connaît bien, mais notre homme de terrain, c'est lui qui lui suit les manifestations en direct, les manifestations également, on parlait de ruralité tout à l'heure en off, de la ruralité autant que celle des grandes métropoles. Alors cette question que je pose, je me tourne d'abord vers Stéphane Scoven finalement. On va commencer par le début. Cette grève va-t-elle mener à quelque chose, à votre avis ? C'est très difficile de savoir parce que pour y avoir participé, je la soutiens pleinement. On a des souvenirs de 2010, de cette période où on nous emmène et la sensation des gens est quelque part souvent d'être un peu envoyé en troupeau sans savoir où on va. C'est bien le problème que ressentent beaucoup de gens. L'autre jour, j'étais donc à une manifestation dans une ville assez importante et je voyais bien la population était là, en colère, soutenait, mais on ne peut pas dire qu'il y avait un enthousiasme dans la manière physiquement de le dire. Par contre, ils étaient très présents et la volonté de dignité des gens est là. Leur colère est juste. Oui. Donc ça, c'est positif. C'est très positif pour eux. La question que je pense beaucoup ont en tête, et en tous les cas quand je discute avec eux, c'est ça. C'est d'accord, très bien, on sort, on veut que ça change, mais où nous emmène-t-il ? Bah oui. Et voilà, et c'est un peu le problème du cadre général dans lequel on s'inscrit, c'est-à-dire politique et les partis, j'entends bien les partis, et les syndicats. La difficulté qu'on a, nous, citoyens, c'est de se dire, mais ils vont où ? Ils vont où, ces gens-là ? Et pourquoi ? Parce qu'en pratique, on voit bien que quand on affrontait, on avait un rapport de force autrefois, je dirais il y a 20 ans, on pouvait avoir un débouché. Depuis, je dirais, les années 2010, et on pourrait dire 2005. Pour être précis, 2008. C'est-à-dire 2008, c'est le moment où on décide de s'asseoir sur la démocratie, clair et net, en début de l'année. Le Congrès se réunit et on décide que le vote de 2005, il est purement annulé. Donc, à partir de là, on voit bien qu'on a une dérive qu'on sent avant, bien avant. Elle remonte à, je dirais, les années 70. Petit à petit, on dérive. Mais là, on entre dans quelque chose qui est beaucoup plus radicalisé. Et les gens qui sont en face, quelle position ont-ils face à cette radicalité ? C'est ça le problème. On a des syndicats et des partis politiques dont on a la sensation très claire, en tous les cas, justifiée ou pas, mais nous, c'est ce qu'on ressent, qu'ils ne sont pas en phase avec ce que nous, on ressent et avec ce qu'il faudrait faire. Donc on sort, on est en colère, on voudrait que ça débouche, mais il y a un déphasage entre eux et nous, clairement. Ouais. Alors après, il faut du coup remettre ça dans un cadre plus large. Pourquoi ça ? Parce que, par exemple, je prends un cas assez simple. On sait que cette réforme des retraites, elle est imposée dans les GOPÉ.
c'est-à-dire les grandes petites tentations européennes. Donc ça vient du dessus. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui sont au gouvernement et une partie des gens qui sont élus soient en désaccord. Loin de là. Mais ils sont quelque part les petites mains de cette ligne-là. Ou disons, ils sont les accompagnateurs. On va dire ça plutôt comme ça. Et donc, du coup, dans ce cadre des GOPÉ, des grandes politiques, voilà, on a la réforme des retraites. Et quand on entend des syndicats nous emmener, à juste titre, ils nous disent « oui, manifestons, oui, mais la contribution qu'ils donnent à ces GOPÉ avant, donc aux retraites, elle existe, cette contribution. C'est-à-dire qu'ils étudient ces textes par avance, et ils font différentes remarques, mais on voit bien que quand on les écoute, eh bien, leur critique du cadre général qui impose ça est inexistante. Et là, je prends la totalité des grands partis politiques et la totalité des syndicats. Ah oui. Ils sont absents de cette critique-là. Et je pense que la question qui est derrière, c'est la question de la dépossession générale des gens. Les gens se sentent dépossédés. Et pourquoi ? Parce que si on résumait, on pourrait dire que le pays est occupé. C'est la terminologie qui me semble la plus juste. Parce que quand vous n'avez plus votre monnaie, plus votre droit, plus vos lois, plus votre budget puisqu'il est supervisé, votre défense est aussi encadrée depuis 2008, vous perdez beaucoup de choses. Si vous voyez que vous avez en plus la dette qui vous plombe, qui est possédée largement par des possédants locaux ou étrangers, là, vous avez un cadre qui est l'appareil productif, qui est largement possédé par l'étranger. Je prends l'exemple du CAC 40, c'est 50%, les PME, 50%, à minima. Donc, vous avez un cadre général qui est un cadre d'occupation. Ça, c'est la réalité de terrain. Et l'occupation, elle passe par quoi ? Traditionnellement, on imagine toujours les bottes. Mais non, c'est pas les bottes. Vous avez... Le fameux bruit de bottes. Eh bien oui, mais vous avez la dette, c'est un moyen d'occupation. Vous avez l'appareil productif, vous le tenez. Vous avez tout ce que je viens de vous dire. Et vous avez le droit. Et vous avez la peur de la guerre, la peur... Oui, voilà, c'est ça. Mais le droit est un outil qu'on oublie totalement. Or, les traités dans lesquels on s'inscrit et dans lesquels on se doit d'appliquer, enfin on se doit, quand on se soumet, on se doit d'appliquer, eh bien, c'est bien les cadres de GOPÉ. Dans les GOPÉ, vous avez 3 colonnes et vous avez ce qui est prévu, ce qui est en cours et ce qui est appliqué. Et bien, la réforme des retraites, elle est dedans, elle est inscrite en noir sur blanc. Donc, quand les syndicats et les partis ne vous en parlent pas, qu'est-ce qu'on doit en déduire ? Qui sont complices. Ça veut dire qu'ils ne remettent pas en cause le cadre. Et quand on est dans un cadre enfermé, on aboutit à quoi si on ne le remet pas en cause ? Rien. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à ce conflit, à ce rapport de force. Ils peuvent gagner temporairement sur ça. Mais tant qu'on ne remet pas en cause ce cadre, même s'ils gagnent là, on aura ce problème à nouveau. Et oui, tout à fait. Il reviendra. C'est l'impression générale. Je suis très heureuse que vous soyez là et que vous nous ayez déjà fait cette très belle introduction, puisque Nicolas Vidal, je pense que vous êtes d'accord avec moi et avec ce ressenti général, que finalement, on se dit une manifestation, certes, mais on a l'impression d'une répétition, d'un schéma, d'un système répétitif dans lequel le hamster serait condamné à courir et courir toujours plus pour faire tourner sa roue, et qu'aujourd'hui, on ne voit pas de porte de sortie de ce mode de fonctionnement. Nicolas Vidal. Je n'ajouterai rien, je n'enlèverai rien à ce qui a été dit. C'est parfaitement le cas. C'est un excellent état des lieux sur effectivement la mainmise de l'Union européenne et des marchés financiers sur la France. Les GOPÉ, vous avez raison d'en parler. Vous avez raison de parler des colonnes. Vous avez raison aussi de parler du plan national de résilience. Bien entendu, tous ces documents sont publics. Ces gens n'en parlent pas. Et je suis, excusez-moi, ça va être une table ronde, mais là, je suis d'accord pour le coup. Vous avez entièrement raison aussi de dire que les syndicats ne parlent absolument pas l'Union européenne. C'est assez faramineux de le voir. Mélenchon en a parlé il y a 10 ou 15 jours sur un trottoir face à quelques micros, mais on se rend compte que finalement, personne ne part de la mainmise de l'Union européenne, de Bruxelles et des grandes orientations de politique qui sont finalement les émanants du semestre européen. Et on voit bien effectivement la dépossession, c'est le terme exact. Et ce qui se joue aujourd'hui, vous avez raison, on en parlera après les infos, mais c'est la dépossession et c'est la réalité aussi, c'est que je pense qu'une partie du peuple français, 70% ou du moins en partie, est en train de comprendre qu'on les a dépossédés. Et qu'est-ce
qu'est-ce qui se joue aujourd'hui en ce 7 mars? C'est une véritable lutte sociale à mort contre une oligarchie qui est en train de nous esclavagiser économiquement, bien entendu, mais qui est en train de nous paupériser à grande échelle. Et je pense que là est le cœur du sujet et on pourra parler bien sûr de la grève et surtout des émotions populaires. Et qu'est-ce qui remplace ou qu'est-ce qui viendra ou adviendra après les émotions populaires? Et je pense que là, tout est la question là-dedans. Oui, voilà. Puis toute la question, et je suis sûr que Stéphane Scoven a des réponses là-dessus aussi, ce serait comment sortir de ce cadre aujourd'hui ou comment imaginer une nouvelle projection. Ah, ne commencez pas maintenant. Il est 8h pile sur Ligne droite et on fait d'abord un point sur les informations rapides avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Notre table ronde aujourd'hui, évidemment, est concentrée sur cette grève nationale, la France à l'arrêt, mobilisation. Mais finalement, cela va-t-il changer vraiment les choses? C'est la première question qui se pose. Et puis, si ça devait changer les choses, comment changer les choses? Comment sortir du cadre, comme l'a dit Stéphane Scoven? Eh bien, pour en parler, nous sommes donc toujours avec notre invité Stéphane Scoven, historien attaché dans l'administration territoriale, et auteur de ce livre Petit manuel de libération et d'indépendance de la France, avec une comparaison entre les années 30 et aujourd'hui, crise économique aux éditions Perspectives Libres. Et puis nous sommes avec Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Alors, est-ce qu'il faudrait un putsch, justement, finalement, Stéphane Scoven? Pitié, non. Mais on a bien une question de fond derrière, qui est grave. C'est-à-dire, a-t-on des outils pour faire basculer la situation? Et là, constatons. Tout à l'heure, hors micro, on parlait du fait que moi, je viens du rural. La plupart des gens qui sont dans des partis ne connaissent absolument pas le monde dans lequel je vis. Zéro. Concrètement, j'ai connu un peu ce milieu-là. J'allais à des réunions, je vois bien. De l'intérieur. Hein. Donc, fort sympathique, il n'y a pas de problème. Hein. C'est d'ailleurs comme les syndicalistes qui manifestent. C'est pareil, je les soutiens à la base. Hein. Ces gens-là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est les têtes qui posent problème. Là, la question qui se pose, c'est que sur le terrain, concrètement, là où j'habite, il n'y a quasiment plus de partis. Ils ont disparu. Factuellement, hein, on regarde, on voudrait même les contacter, qu'on aurait bien du mal. C'est-à-dire que j'ai connu des moments où il y avait effectivement des relais. Un maillage. Voilà, c'est ça. Parlons de maillage, tout disparaît. Et les partis font partie de la disparition, partie de cette espèce de disparition générale. Donc du coup, effectivement, si on n'a pas d'outils, et qu'on a en plus, pour les outils qui sont très éloignés, on les écoute et on se dit, mais ils ne nous parlent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On repère qu'on est dépossédés et eux, ils nous parlent de micro-combats ou de combats importants, mais qui ne sont pas tout à fait corrélés. Ouais. Je prends un autre exemple. Les Gilets jaunes. Eux, ils avaient repéré deux choses que je trouve tout à fait typiques du cadre dans lequel on devrait s'inscrire. Ils avaient repéré, par exemple, la TVA. Là, on est dans l'urgence. Et ils avaient repéré, par exemple, le RIC. Et là, on est dans le hiérarchique, c'est-à-dire la priorité, c'est-à-dire la capacité à reprendre en main. Et ils avaient bien saisi le doublé. Hein. Quand on écoute par contre les partis politiques ou les syndicats, pas du tout. Ils ne sont pas là-dedans. Alors certes, ils sont sur des aspects concrets, hein, j'entends bien par les retraites, mais on n'a pas ce cadre. Et donc la question que vous posez, c'est mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, si on n'a pas de partis politiques qui nous répondent, je peux les prendre tous. Hein. Je reprendrai ce qu'on disait dans les années 30. Ils ont tous trahi. Tous. Il n'y a pas d'exception. Alors, des tout petits, je les mets à part. Hein. Je les mets à part parce qu'ils ne sont pas impliqués. Mais pour les grands, on peut dire qu'ils ont tous trahi. Exactement comme à l'époque. Individuellement, vous allez trouver des gens très bien. Comme à l'époque. Vous les retrouverez dans la résistance. Mais de tous les côtés. Hein. Vous allez même retrouver des leaders. Hein. Mais concrètement, voilà ce qu'on a devant nous. Un paysage de désert. Avec des gens qui ne sont pas en phase. Ou dont on a la sensation qu'ils nous trahissent. Donc, sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, depuis un paquet d'années, tout ce que je fais, c'est mettre des gens en lien, retrouver des gens, discuter, etc. C'est très concret, c'est très local. Finalement, je me retrouve dans une position que j'ai souvent expliquée quand j'étais en réunion, c'est que je fais ce que faisaient les résistants à l'époque, je contacte local. Je contacte local parce qu'au niveau national, j'ai pas de relais. Alors, on a quelques partis, hein, on peut les citer, hein, République Souveraine, l'UPR, on a des gens comme ça qui sont... Génération Frexit. Voilà. Génération Frexit, le Chanoir Gallois, qui fait des bonnes analyses aussi. Enfin, il y a pléthore, hein, les Patriotes, voilà, je prends une gamme large. Hein. Tous ces gens-là sont intéressants. Vraiment. La question, voilà, c'est qu'ils sont dispersés, poussière.
poussière. Donc le problème qu'on a, nous, c'est de constater que nous n'avons pas de bons relais et que tous les petits relais qu'on aurait ne sont pas convergents, ne construisent pas une force. Et alors, qu'est-ce que je fais moi au niveau local ? Je fais ce que je vous dis. Ouais. Non, mais je fais ce livre, c'est oui. ça. Le but de ce livre, en fait, c'est ça. Tout à fait. Alors, on va revenir, c'est parce que votre analyse est toujours passionnante. Donc on comprend, hein. Finalement, c'est pas de relais, vous le dites, à travers les partis politiques, etc., les syndicats, mais pas non plus de levier d'action institutionnel. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer justement un RIC ou n'importe quel levier juridique ou une représentation nationale qui paraisse mieux comprendre les demandes du peuple. Enfin, voilà, toutes sortes de leviers d'action réglementaires, légales. Et c'est aussi ça qui pose question. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas le relais classique, mais en plus, on n'a pas non plus le levier d'action, on va dire, institutionnel ou légaux. Et ça pose d'autres questions. Ça pose justement cette question, petit à petit, du fait que tous ces gens qui manifestent aujourd'hui, certains qui n'ont pas l'habitude de manifester, c'est ce que je disais en introduction, finalement se retrouvent presque dos au mur. C'est ça, ils sont acculés. Et alors, je vais prendre deux choses différentes. Il y a une voie légale. Je vais te vous laisser la parole. Non, mais allez-y. Je ne veux pas monopoliser. Après. D'accord, vous me dites. On a la voie légale, qui est la voie la plus sage, parce que la population n'a pas envie de désordre. Elle n'a pas envie de bazar. Oui. On n'a pas envie de ça, moi non plus. Mais en même temps, on est occupé. Et quand on est occupé, on sait historiquement ce que ça veut dire. On doit trouver une porte de sortie. Et si on n'a pas d'outils, on fait ce qu'ont fait les gens à l'époque. Ils ont fait des mouvements. Ils ont fait des mouvements, enfin c'est pas venu au départ, c'est des assemblages de gens qui deviennent des mouvements. Hors parti, ils en voulaient pas. Ils ne voulaient pas de parti politique. Il faut voir le combat que ça a été dans la résistance pour les réintroduire. C'est énorme. Donc voilà, concrètement, on a ça comme situation. Alors que faire ? Voilà, moi c'est pas que je suis dépourvu de réponses totalement, mais c'est que on est face à une situation de questions sur la légalité. Et c'est grave, hein. Et votre réponse, d'ailleurs, elle se lit à travers votre livre et cette comparaison avec les années 30 et la réponse qui a été donnée qui était hors légalité. Eh oui, en fait, ils ont construit, il y a une double construction. Il y a une construction légale qui est construite avec des lois. Il y a René Cassin qui est là-bas, qui est un grand juriste. Enfin, vraiment, c'est une pointure. Hein. Tissier, De Gaulle, ce trio-là va construire un ensemble qui seront la déclaration organique du 16 novembre 40, qui va dire que l'État à Vichy est illégal. Mais on n'a pas ce cadre-là, là. On n'a pas ça. Et on ne peut pas non plus déclarer, comme à l'époque en 1944, là encore c'est Cassin, que c'est nul et non avenu. C'est-à-dire que toutes les lois sont nulles et non avenues. Or, la question de fond, c'est depuis 2008, la question qui est derrière, c'est mais ces lois, toutes ces choses qui ont été posées, tous ces actes, leur valeur, on s'y soumet puisqu'on est républicain. OK ? Mais quand on est dans une logique comme ça d'affrontement vraiment de sentiment d'occupation, on ne peut que se poser cette question-là. C'est-à-dire, on ne veut pas d'un putsch, on ne veut pas d'une bascule dans le désordre, mais il faut qu'on trouve une solution à ce moment-là légale. Alors, on en revient à des choses concrètes. La prise de possession des mairies, j'entends là par le vote, est essentielle. Regardez le vote des maires. C'est extraordinaire. Les maires ont voté majoritairement pour les LR. Au niveau local, c'est ce qui reste, c'est les dernières forces qui restent, qui vont disparaître aussi. Hein. Donc ils ont voté pour des gens pas que ça, mais des gens qui finalement ont canalisé ce qu'on voit au Sénat. Qu'est-ce qu'on a au Sénat ? La représentation d'élus qui sont fort sympathiques. Moi, je travaille avec eux, ils sont vraiment sympas. C'est des gens bien. En plus, vraiment, c'est des gens honnêtes. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à bosser avec eux. Je fais un coucou à mon maire. Mais c'est vrai, c'est un mec sympa. Je l'aime bien. Vous êtes gentil. Ah ouais, non, mais je les aime bien. Ils sont honnêtes. Hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais je veux dire, moi, ceux avec qui je bosse, ils sont honnêtes. Sauf que je vois bien les votes qu'ils font. Et je me dis, mais non de non. Parce qu'ils restent dans le système. Ben oui, ils sont légalistes. Je vous laisse la parole parce que sinon je prends tout. C'est pas bien. Nicolas Vidal, mais je suis sûr qu'il il a beaucoup à dire. Effectivement, c'est intéressant. Vous avez raison. Il y a eu un travestissement politique, clairement un travestissement des institutions récent, très contemporain, avec le 49.3 qui nous ont été imposés, avec le 47.1 qui est en cours en ce moment sur la réforme des retraites. Et puis vous avez dit quelque chose d'intéressant aussi. Le basculement démocratique, pour moi, c'est 2008. C'est le congrès de Versailles avec cet inique traité de Lisbonne dont les Français, on rappellera toujours que nous avons voté à 54. J'ai voté contre
contre le traité de Lisbonne, je le dis, nous avons voté à 54% contre ce traité. Là, à ce moment-là, on met la France sous la vassalisation de la Constitution européenne. Donc, on perd absolument tous nos pouvoirs, toute notre souveraineté. Et tout ça a été organisé par notre classe politique. Et vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, la fonction tribunicienne de partis qui auraient pu incarner une certaine forme de souveraineté, et a commencé d'ailleurs, notamment par Marine Le Pen, qui a énormément reculé, rappelez-vous, sur la monnaie unique, sur Schengen, qui ne savait pas la différence entre l'euro, l'écu et le franc, et elle a reculé pour, à mon avis, elle est frappée du syndrome méloniste avec cette volonté de faire bonne figure auprès de l'oligarchie. Donc on se retrouve finalement avec une émotion populaire, une nouvelle... un peuple finalement qui refait éruption dans notre vie démocratique, fait une vie démocratique dans notre vie sociale et politique. Et aujourd'hui, la grande question, c'est que pour moi, il y a eu un énorme déclassement du peuple, mais aussi un énorme effondrement intellectuel de nos élites. Et ça, c'est terrible. L'effondrement intellectuel de nos élites, la trahison de nos élites, et là, je souscris à ce que vous dites, n'est pas d'hier matin. Quand on relit, vous avez raison, quand on relit Marc Bloch ou toute une série d'auteurs, on voit bien que la trahison des élites est là. On le voit bien, c'est intéressant. Mais je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, c'est une véritable impasse populaire, une véritable impasse politique, où vous avez des élites qui sont portées, bien entendu, un regard vers Bruxelles, qui ne défendent pour certains plus que des intérêts privés, où on a laissé l'État être infiltré par McKinsey. Je recevais, vous le recevez aussi, Clémence, très régulièrement, Fabien Bouglet, qui me disait récemment que au ministre, un exemple pour bien vous montrer l'affaiblissement et la trahison des élites. Vous avez au ministre de l'écologie, c'est Fabien Bouglet qui nous dit, un lobby allemand de l'éolien qui a ses bureaux au sein même du ministre de l'écologie. Vous avez l'affaire McKinsey. Donc on voit bien que ce n'est une élite en décomposition totale qui vend les intérêts de la France à tout le monde, qui la vend à la découpe et qui aujourd'hui continue dans son saccage social. Donc que reste-t-il au peuple français aujourd'hui? Pardonnez-moi, mais je pense que quand vous avez 70% des gens qui sont contre la réforme des retraites, et pas que la réforme des retraites, contre la vente à la découpe de ce pays, parce que les gens sont en train de se rendre compte, et ce n'était pas le cas avec les Gilets jaunes au début, mouvement que j'ai beaucoup suivi, beaucoup de gens aujourd'hui se sont rendus compte, prennent conscience de leur déclassement, et ils commencent à faire le lien. Regardez notamment avec les boulangeries, regardez avec le prix de l'énergie, les gens commencent à faire le lien massivement entre le marché européen de l'énergie et, bien entendu, le saccage absolu de notre tissu industriel, de l'histoire, notre patrimoine, bien entendu. Et là, à un moment donné, il y a une partie de la population, l'émotion populaire avec de la paupérisation se politise. Alors, est-ce qu'elle se politise pour un parti? Je ne le crois pas, parce qu'elle n'a plus de fonction tribunicienne à laquelle se référer. Donc, aujourd'hui, on est, je le dis, dans une lutte à mort, une véritable lutte à mort sociale et populaire, parce que vous avez raison, Stéphane Coven, si jamais Emmanuel Macron passe la réforme des retraites, a déjà passé la réforme de l'assurance chômage, qui est encore pire que la réforme des retraites, mais peu importe, ça sera le tapis rouge pour la fin de la souveraineté française qui n'existe pratiquement plus, on est d'accord, et ça sera le tapis rouge pour l'oligarchie. Je termine par là, si jamais le peuple français, avec les logisticiens que sont les syndicats, je le dis, les logisticiens que sont les syndicats de la révolte et du blocage et de la grève, si jamais, par contre, le peuple français fait reculer ce gouvernement bruxellois de souveraineté, de pseudo-souveraineté européenne qui n'existe que pour Emmanuel Macron, par contre, ça sera un message extrêmement fort qui sera envoyé à l'oligarchie de ce pays, à la classe politique totalement affaiblie intellectuellement, j'ai déjà dit, mais surtout au marché financier à Bruxelles. Et si jamais la France, qui est pour moi le dernier verrou social européen, des peuples européens, à faire résistance face à ces mesures, ce qu'on appelle les réformes structurelles, parce qu'il faut savoir que les hauts fonctionnaires à Bercy ont plus la Commission européenne que leurs propres femmes et leurs propres épouses au téléphone, il faut quand même le savoir aussi. La réalité, c'est que si jamais la France vient à se lever populairement contre ces réformes absolument iniques, néolibérales et scandaleuses, peut-être que ça fera souffler un vent frais, et vous êtes historien, vous le savez bien, qu'à un moment donné, peut-être qu'on ira inspirer, peut-être les Italiens, peut-être les Espagnols, peut-être les Portugais, vous savez, le Club Med, les pays du Sud qui sont complètement concassés, qui ont été obligés par des réformes structurelles de passer sous les fourches codines en sacrifiant, bien entendu, sous l'autel de la mondialisation du marché de BlackRock et des marchés financiers, des millions de gens qu'on enverra dans la précarité et qui finiront par bosser chez Uber, Deliveroo et qui finiront le soir à distribuer des tracts. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois aujourd'hui ce conflit social qui s'avance. Stéphane Coven, je pense est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le constat tiré par Nicolas Vidal?
je vais compléter, prolonger. Je prolonge un peu parce que tout ça est intéressant dans l'échange. Je pense qu'il y a des choses qui sont alors un peu noires, ce que je vais dire, mais il y a une double manière de le voir. Vous êtes dans un cadre effectivement européen, mais on est dans un cadre mondial. Oui. Et en fait, c'est un peu comme un jeu vous avez plusieurs plateaux d'échecs. Oui. Un plateau local, plateau national, plateau continental et plateau international. Si vous regardez la situation au niveau international, vous voyez bien que vous êtes dans un processus, je vais utiliser un terme précis, révolutionnaire. C'est-à-dire que vous avez un changement qu'on essaie de bloquer d'hégémonie. Dans ce cadre-là, vous avez un cadre de guerre mondiale, progressive, mais qu'on voit se mettre en place. Ce cadre de guerre mondiale progressive dans lequel on entre, peut-être avec des allers-retours, etc. Mais de toute façon, on voit bien qu'on a un processus qui est pour l'instant engagé, avec des conflits en Afrique, etc. Vous avez des exercices militaires qui sont faits entre l'Afrique du Sud et la Russie, etc. On voit bien qu'on a un processus qui est mondial. On sait que en histoire, la guerre est un accélérateur de l'histoire. Bien sûr. Ça, c'est un point essentiel. Et puis, nous, on s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, la réforme des retraites et l'ensemble de ce qu'on vit s'inscrit dans ce cadre général. Donc, on a tout un processus de domino dans lequel nous, citoyens, alors c'est moche, c'est triste, mais en même temps, il faut avoir à l'esprit que la population, elle s'inscrit dans ce cadre-là, sa révolte s'inscrit dans ce cadre-là, et au final, je pense qu'elle pourrait imaginer, une évolution dont elle pourrait tirer parti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'affaiblissement du pouvoir peut être tel, si on peut parler de pouvoir, qu'il y a une capacité à faire basculer les choses. Et le problème, effectivement, c'est comment. Ça sera, moi, ce qui m'inquiète, c'est le cadre permet beaucoup d'évolutions rapides, très rapides. La question, c'est, on n'a pas d'outils. C'est-à-dire que si on a une évolution rapide, il faut avoir des outils pour prendre la main. Et c'est là qu'à mon avis, le gros de la chose se joue. Mais c'est justement la question que je voulais vous poser, puisque vous avez commencé une comparaison très intéressante en parlant de la refondation générale de Gaulle, le fait que finalement, ils sont revenus, ils ont annulé les lois antérieures, etc. Tout ça, ils sont arrivés finalement avec leurs outils. Oui, mais c'était double. C'est-à-dire qu'on avait historiquement, c'est très intéressant. Ouais. Vous avez une révolte intérieure, la résistance intérieure, qui met un sacré bon moment avant de se mettre en contact avec la résistance extérieure. C'est assez long, processus long. Et du coup, les deux vont continuer en parallèle. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est passionnant, mais jusqu'au moment de l'Hôtel de Ville à 44, où effectivement le CNR, le Conseil national de la résistance, représenté par Bidault, demande au général de reconnaître la République. Et lui, il dit, mais non, la République, elle a toujours existé. Je suis la République, je suis là. Et donc, c'est-à-dire qu'on a bien deux constructions qui étaient... Bon, certes, ils étaient en lien, mais on avait des pouvoirs qui se construisaient, des rapports. Le Conseil national de la résistance et son programme ont été partiellement repris. Dans les grandes lignes, on a les choses. Et puis d'ailleurs, le programme lui-même était assez succinct. C'était des grandes lignes. On est sur des objectifs, en fait, dans le programme. Donc, on a des rapports de force à l'intérieur de cette résistance à l'époque. Et donc, mais là, nous, on n'a pas ça. On n'a pas un pouvoir qui s'est construit à l'étranger comme à l'époque de Gaulle. Et on n'a pas encore. On a par contre quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on avait à l'époque en termes intérieurs, c'est-à-dire tout un tas de mouvements qui sont dans des rapports de force plus ou moins. Je ne veux pas me faire avaler par machin. Il y a des rapports individuels entre. Mais même les circuits courts finalement qui veulent sortir du système industriel, etc. Oui. Voilà, c'est plein de petits réseaux en fait. Oui, c'est beaucoup de réseaux. Et je pense que le travail qu'on doit faire, c'est d'arriver à faire converger et d'arriver à passer par-dessus les égos. Mais à l'époque, pendant la résistance, c'est incroyable les égos. Si on prend les trois grands patrons de la résistance, on a le même problème. Il faut voir les rapports entre Libération Sud, combat. C'est incroyable. Ils se mangent le nez. Des gens comme Fresnel ne sont pas évidents, le patron de combat. Et donc, on a une situation, on voit bien que ce qu'on a eu au niveau local, c'était un peu pareil. Il faut voir les conflits humains qu'il y avait entre eux, des conflits. On voit bien qu'ils ne veulent pas se faire truster, manger. Je prends des exemples, surtout, mais... Nikonov et par exemple quelqu'un comme Asselineau sont tous les deux intéressants. Nikonov, c'est le patron du Pardem,
Un qui est issu d'attaques, je remonte pas trop le fil, et de l'autre côté, vous avez l'UPR d'Asselineau. Mais quand ils sont réunis, ils arrivent à se mettre à un moment donné en face, il y a, je crois, 1 an ou 2, ils s'étaient mis tous ensemble, dans une photo de famille, mais arriver à faire quelque chose de conjoint, je pense que la question de fond, c'est de donner une ligne simple. Je vais vous donner un exemple, je finis avec ça. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les non-alignés, je lis Tito, Nasser... Nehru, et ce qu'on voit, c'est la même chose qu'avec De Gaulle. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont un très bon exemple, Nasser. Il a parfaitement conscience qu'il a plein de forces à côté de lui, et il le dit, il l'écrit. Les francophiles, il l'écrit clairement. Il faut arriver à donner un objectif simple. Quand on a beaucoup de forces différentes, il ne faut pas avoir du programmatique. Il faut avoir une ligne claire. Vous parlez d'une ligne droite. C'est une ligne, quelque part, c'est une ligne claire qu'il faut avoir. C'est-à-dire que l'indépendance du pays et la démocratie, ça, c'est un principe constructif. Et à l'intérieur, après, dans le combat, vous construisez les éléments. C'est ça, d'ailleurs, le Conseil national de la résistance. Il arrive, il se construit au fur et à mesure. Il faut voir la manière dont il s'est construit. C'est même rigolo de voir les brouillons de Pierre Villon, qui était un des 5 du bureau permanent. C'est des brouillons, c'est des grandes lignes. Mais vous construisez dans le truc. Par contre, la question de fond, c'est bien viser la démocratie et l'indépendance du pays. La reprise des manettes. Ça, c'est ce qui permet vraiment de faire une cohérence avec des gens très divers. Et on passe par-dessus les égos. Parce que le problème qu'on a, c'est ça. Se pose toujours la question de la légalité. C'est-à-dire que là, à un moment donné, vous êtes hors l'égalité du cadre, qui peut-être n'est plus légal lui-même. Mais qui peut le dire et à quel moment Alors, vous pouvez l'envisager sous... on a deux manières de le traiter. À mon avis, je peux vous raconter des énormes âneries, mais je vais vous le dire comme ça. On peut se dire, on rentre dans un rapport de force, et oui, ce gouvernement, tout ça n'est pas légal, tout ça c'est nul et non avenu depuis 2008, et tous les gouvernements successifs, de toute façon, comme ils ont empilé les choses, nul et non avenu, on dégage. Ok, c'est un rapport de force assez brutal, dans lequel on va perdre des plumes, et je ne crois pas qu'on ait intérêt, et on se met hors légalité. On va surtout se faire dézinguer, pour dire les choses. Par contre, on peut envisager les choses autrement. On peut très bien envisager un regroupement effectivement politique qui soit collectif, c'est-à-dire qu'on ne se met pas sous une aile précise. Mais par contre, on a un objectif, indépendance, démocratie. Ces deux points-là sont convergents pour l'ensemble des gens. Et on peut très bien dire qu'effectivement, on construit un rapport de force politique sur le terrain, donc au niveau local. Et à partir de là, vous pouvez envisager que si vous prenez le pouvoir, vous pouvez faire une épuration. Ce que j'explique. Vous pouvez envisager une épuration. Oui, parce que vous restez dans un cadre légal. Parce que vous avez soit vous sortez du cadre légal, là ça peut arriver si vous avez un mouvement général des gens, puis que ça déborde, puis que, comme en fin 2018, ils étaient à quelques centaines de mètres de l'Élysée, seulement pas d'organisation, ils ont cru que c'était un partenaire. Non, c'est pas un partenaire, c'est un ennemi. Donc il va certainement pas négocier avec les Gilets jaunes. Donc là concrètement, vous pouvez avoir une situation où d'un seul coup il y a un vide de pouvoir. Là compliqué parce qu'on n'a rien sous la main. Compliqué. Mais si vous construisez un outil, vous pouvez envisager une logique d'épuration tout à fait légale, avec des commissions, des tribunaux. Et là, vous pouvez du coup rentrer dans cette logique sans sortir du cadre légal actuel. C'est-à-dire que vous dites, oui, nous allons envisager une épuration parce qu'il y a des gens qui doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait. Mais encore faut-il que le système électif et tout ça fonctionne normalement. Nicolas Vidal. Oui, Nicolas Vidal. Ouais, la question de fond, je partage la question de fond aujourd'hui qui se pose à nous, c'est la question de la légitimité de la classe politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune légitimité de la classe politique. Et ça, c'est assez nouveau dans ces proportions-là. Je dis bien dans ces proportions-là, avec une véritable violence d'État, de gens qui n'écoutent qu'eux-mêmes. Je peux toujours rappeler que pendant les Gilets jaunes, c'est 5000 blessés. Donc, on a eu une répression d'État pour un zozo comme Emmanuel Macron qui va faire des déclarations de démocratie à la terre entière, notamment récemment au Gabon ou au Congo, et qui donne des leçons de démocratie à tout le monde. Donc, on se retrouve dans une situation très compliquée, puisque comme le pouvoir en place, qui est de plus en plus illégitime aux yeux de millions de gens, continue à se crisper, à devenir de plus en plus violent. Je vous informe que déjà ce matin, ils ont commencé à envoyer les gazeuses et les coups de tonfa sur les premiers dépôts RATP. Donc ça commence mal. Le dialogue social se poursuit quand même, c'est compliqué. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, quand vous avez une population qui est de plus en plus affamée, parce qu'il y a aussi, rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes, j'en parlais hier avec Philippe Perlin, c'était une inflation à 1,8. Aujourd'hui, on est bien plus que ça. On a explosé les records. Donc quand vous avez paupérisé, vous avez égratigné
indigné, vous avez humilié l'âme de ce pays, des gens de ce pays, et qui vous avez un racisme de classe, je le pèse mes mots, en racisme de classe pour des millions de Français qui fument des clopes et qui roulent au diesel, bien entendu, quand vous n'avez que la Schlag, le Tonfa et la GLFI à opposer à une partie, à des millions de Français, bien entendu, vous avez raison, la légalité, c'est un véritable cadre, mais on se retrouve aujourd'hui qu'on est vraiment dans des émotions populaires chauffées à blanc, et je trouve que ce jeu d'Emmanuel Macron qui se crispe est extrêmement dangereux, parce que nous sommes dans une situation populaire, historique, qui me semble quand même pas inédite, parce que c'est pas le cas, mais assez effrayante. Voilà. Juste, je précise, c'était la dernière question, celle de Nicolas Vidal. Donc c'est votre dernier mot. Non, oui, je vous en prie. C'est vraiment la question de fond derrière la légitimité, c'est bien la légalité qui risque de se poser à un moment donné. Hein. On est bien dans ce cadre-là, puisque c'est bien un cadre d'occupation. Les gens sont face à des personnes qui sont, je pense que le terme exact, c'est extrémisées. Pas de discussion possible. Et ils se retrouvent devant un dilemme. Légalité, pas légalité. Et c'est bien le problème pour tout le monde. Et c'est très grave quand on est face à une situation comme ça. C'est non seulement un problème de légitimité, mais ça risque de devenir un problème de légalité. Et là, c'est très grave. Oui. On va voir ce que ça donne. En tout cas, affaire à suivre. C'était absolument passionnant. Merci beaucoup, Stéphane Scoven. Et puis, merci à vous, Nicolas Vidal. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Petit manuel de libération et d'indépendance de la France, années 30 et aujourd'hui, crise économique, et aux éditions Perspectives Libre. Merci encore, Stéphane Scoven. Je propose qu'on continue cette discussion une autre fois et puis on verra à quoi ça a mené déjà, cette première révolte, cette première grande manifestation nationale. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.